Le nourrisson du richissime homme d'affaires arabe ne cessait de pleurer à bord de l'avion, jusqu'à ce qu'une adolescente noire fasse l'impensable. Le hurlement perçant déchira le calme feutré de la première classe du Boeing 777, tel un signal d'alarme en pleine nuit. Depuis plus de 3 heures, le bébé de 6 mois n'avait pas arrêté de pleurer, transformant ce vol de 12 heures entre New York et Dubaï en un véritable supplice sonore. Ahmed Al-Mansouri, magnate du pétrole quadragénaire et l'un des hommes les plus fortunés du Moyen-Orient, tenait son enfant dans ses bras avec la détresse d'un homme complètement dépassé. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il berçait maladroitement le nourrisson, des gouttes de sueur perlant sur son front malgré l'air glacial soufflé par la climatisation. « Monsieur, je vous en prie, vous devez faire quelque chose », murmura une hôtesse de l'air dont la patience professionnelle avait atteint ses limites. Les passagers sont à bout. En scrutant les sièges de première classe, Ahmed ne vit que des visages tendus et irrités. Un entrepreneur allemand tapait frénétiquement sur son ordinateur portable, visiblement en train de rédiger une plainte. Non loin, une mondaine française se bouchait les oreilles avec ses mains, lançant à Ahmed des regards noirs. « J'ai tout essayé », souffla-t-il, presque inaudible sous les cris stridents de son fils Khalil. Biberon, jouet, berceuse, rien ne fonctionne. L'homme d'affaires, habitué à négocier avec des chefs d'État et à diriger des empires, se retrouvait impuissant face à un nourrisson. Sa femme, Fatima, avait dû annuler à la dernière minute pour des raisons de santé, le contraignant à voyager seul avec leur fils pour un rendez-vous d'affaires crucial à Dubaï. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à plusieurs rangées derrière lui, en classe économique, une jeune fille de 16 ans observait la scène depuis un moment, avec l'intuition qu'elle pouvait y changer quelque chose. Mais avant d'agir, elle devait surmonter un obstacle bien plus grand qu'un bébé en pleurs. Assise près du hublot, Jasmine Washington ajustait ses écouteurs pour la 10e fois, tentant en vain d'étouffer les cris incessants. À 16 ans, elle rentrait d'un programme d'échange à Boston, obtenu grâce à une bourse complète. Sa tenue, un jean usé et un t-shirt d'université, contrastaient fortement avec le raffinement visible à travers le rideau entrouvert de la première classe. Jasmine avait grandi en prenant soin de ses 3 jeunes frères, dont 2 jumeaux ayant souffert de coliques sévères. Son regard calme et assuré reflétait une maturité rare pour son âge. C'est l'acquise à force d'affronter des responsabilités d'adulte bien trop tôt. Elle reconnut aussitôt le type de pleurs. Ce n'était ni la faim, ni l'inconfort habituel. C'était autre chose, quelque chose qu'elle avait vu maintes fois. Elle se leva, déterminée, et s'avança vers la première classe. Mais l'hôtesse l'intercepta avec un sourire froid. « Désolée, mademoiselle, la première classe est réservée aux passagers concernés. Retournez à votre siège, je vous prie. » Ce bébé souffre de reflux gastrique silencieux, dit calmement Jasmine. « Je peux l'aider. » L'hôtesse la dévisagea de la tête aux pieds, visiblement peu convaincue qu'une adolescente noire de classe économique puisse donner des conseils en puériculture à un milliardaire. « Je suis sûre que monsieur Al-Mansouri a tout sous contrôle, » répondit-elle d'un ton sec. « Merci, maintenant retournez à votre place. » Jasmine resta immobile un instant, comme si elle portait un secret que nul ne pouvait ignorer. Les pleurs du bébé redoublèrent. À travers le rideau, elle aperçut Ahmed au bord de l'épuisement nerveux. C'est alors qu'un événement inattendu bouleversa la scène. Ahmed se leva brusquement, Khalil toujours dans les bras, et lança à haute voix, à toute la cabine. « Je vous en supplie, si quelqu'un sait comment faire taire mon fils, je suis prêt à payer $1000. » Un silence pesant tomba sur la cabine, seulement brisé par les sanglots du bébé. Les passagers de première classe, mal à l'aise, évitaient de croiser son regard. Parfois, la meilleure manière de répondre au mépris est de prouver, avec calme et assurance, que ceux qui vous ont jugé à tort avaient tout faux. Et parfois, cette démonstration arrive d'une façon complètement inattendue. Jasmine s'avança à nouveau, sa voix tranchant le silence. « Monsieur, je peux aider votre fils. » Tous les regards se tournèrent vers l'adolescente. Suzanne Mitchell, l'hôtesse, rougit de colère. Comment osait-elle défier ses ordres? « Je vous ai dit de retourner à votre place. » Siffla-t-elle, en lui barrant physiquement le passage. « Monsieur Al-Mansouri n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un comme vous. » Le ton était sans équivoque. Ahmed, tenant Khalil qui hurlait, fixa Jasmine avec un mélange de doute et d'espoir. Il avait fait appel aux meilleurs spécialistes, sans résultat. « Merci pour votre proposition, » répondit-il poliment, « mais mon fils est suivi par des experts. »« Ce n'est pas une colique ordinaire, » l'interrompit Jasmine avec assurance. « C'est un reflux gastrique silencieux. Et la façon dont vous le tenez aggrave son état. » Suzanne éclata de rire. « Nous avons maintenant une docteure de 16 ans à bord? Je vais appeler la sécurité si vous ne retournez pas à votre siège. » Mais ce que personne dans cette cabine ne savait, c'est que 3 ans auparavant, Jasmine avait sauvé ses 2 petits frères après que les médecins eurent déclaré qu'il n'y avait plus rien à faire.
Sa mère travaillait jour et nuit, et Jasmine était devenue l'experte en soins que la famille ne pouvait pas se permettre d'engager. C'est alors qu'une voix grave et assurée coupa net l'attention. « Laissez-la essayer. » Tous se retournèrent. Le docteur Eleanor Hartwell, 78 ans, médecin pédiatre à la retraite et passagère en première classe, s'était levée. En 50 ans de métier, j'ai appris que l'expérience ne se limite pas aux diplômes affichés sur un mur. Suzanne blêmit. Le docteur Hartwell était une sommité médicale, bien connue de l'équipage. Mais enfin, c'est juste une jeune fille, tenta-t-elle. Une jeune fille qui a vu ce que nous n'avons pas su remarquer, la coupa le docteur en se tournant vers Ahmed. Monsieur Allemand sourit, je vous conseille d'écouter ce qu'elle a à dire. Ahmed hésita un instant, regardant tour à tour l'adolescente au regard déterminé et le médecin respecté qui la soutenait. Les pleurs de Khalil diminuaient peu à peu, mais cela ne faisait qu'accentuer l'anxiété d'Ahmed. D'accord, finit-il par dire, mais je vous préviens, vous ne faites qu'observer. Je ne confierai pas mon fils à une inconnue. Alors que la majorité des passagers doutaient encore, quelque chose d'inattendu se produisit. Jasmine ne tendit même pas les bras vers l'enfant. À la place, elle se mit à parler doucement, sa voix posée instaurant une tension particulière, comme si chacun comprenait qu'il allait être témoin d'un moment hors du commun. Khalil s'étrangle avec ses propres remontées acides, expliqua-t-elle en observant les réactions du nourrisson. Regardez, il s'arrête de pleurer quelques secondes, puis repart de plus belle, encore plus fort. C'est typique d'un reflux gastro-œsophagien. Et en position verticale, il ne parvient pas à digérer correctement. Ahmed fronça les sourcils. C'était la première fois qu'il remarquait ce schéma dans les pleurs de son fils. Jasmine avait raison, un rythme se dessinait, une boucle de douleur qu'il n'avait jamais identifiée. La solution est simple, reprit Jasmine, mais elle peut sembler contre-intuitive. Il faut le placer à plat ventre sur votre avant-bras, la tête légèrement plus basse que le reste du corps, puis masser doucement son dos par des mouvements circulaires. Sur le ventre, ricana Suzanne, l'hôtesse. Tout le monde sait qu'il ne faut pas faire dormir les bébés sur le ventre. C'est dangereux. Pour le sommeil, oui, acquiesça Jasmine avec calme. Mais ici, il ne s'agit pas de dormir. C'est une manœuvre thérapeutique, utilisée sous surveillance pendant quelques minutes pour soulager le reflux. Une méthode bien connue dans les unités de soins intensifs néonatales. Un silence tendu suivi, chacun suspendu à la réaction d'Ahmed, qui hésitait encore. Allait-il tenter l'expérience proposée par une adolescente ? C'est alors que le docteur Eleanor Hartwell s'approcha doucement. La technique qu'elle décrit existe bel et bien, monsieur Allemand sourit. Elle s'appelle la position couchée assistée. Peu connue du grand public, elle est utilisée dans certains protocoles pédiatriques spécialisés. Ahmed posa un regard neuf sur Jasmine. Comment une jeune fille comme vous connaît-elle ce genre de procédure ? Parce que quand on n'a pas les moyens de consulter des spécialistes, on apprend à devenir spécialiste soi-même, répondit-elle simplement. Mes frères jumeaux sont nés prématurés. J'ai passé 6 mois à étudier tout ce que je pouvais pour les garder en vie. Il y avait, dans sa voix, une sincérité brute qui fit taire toutes les objections. Ahmed, désormais convaincu, s'exécuta avec prudence. Il positionna Khalil comme elle l'avait indiqué, puis commença les doux massages circulaires sur son dos. Après seulement 30 secondes, le bébé émit un long rot sonore, immédiatement suivi d'un silence apaisant. Tous les regards se tournèrent vers Jasmine. Elle était restée impassible, concentrée, sous le poids de tant de jugements. Mais ceux qui l'observaient de près virent dans ses yeux bien plus que de l'assurance. Ils y percevaient la force contenue d'une personne prête à bouleverser toutes les certitudes. Le calme revenu, seuls les petits souffles réguliers de Khalil brisaient le silence. Ahmed, ému, contemplait Jasmine avec des yeux pleins de gratitude. « Comment saviez-vous » murmura-t-il. « Ma mère est femme de ménage dans 3 hôpitaux différents, » expliqua Jasmine. « Quand mes frères sont tombés malades, je l'accompagnais parfois le week-end. J'ai observé les infirmières, posé des questions, lu tout ce que je trouvais. Suzanne Mitchell, l'hôtesse de l'air, était figée. Son assurance s'était évaporée, balayée en moins d'1 minute par la démonstration éclatante de Jasmine. Le docteur Hartwell, elle, affichait un sourire approbateur. La connaissance n'a ni couleur de peau, ni statut social, ni âge, dit-elle. Jeune fille, vous venez de nous offrir une leçon inestimable. Mais ce n'était qu'un début. Ahmed, tenant son fils enfin apaisé contre lui, contemplait Jasmine avec respect. Vous n'avez pas seulement calmé mon fils. Vous m'avez sauvé la raison, dit-il, la voix vibrante. Comment puis-je vous remercier ? Suzanne, sentant les regards peser sur elle, croisa les bras, tentant de sauver la face. Quelle chance, dit-elle avec un sarcasme amer.
Une tentative hasardeuse qui a fonctionné. Mais je vais devoir insister. Vous devez retourner en classe économique, là où est votre place. Le docteur Hartwell se leva lentement. Petite de taille, mais impressionnante de prestance, elle répondit calmement. Ce que nous venons de voir n'a rien à voir avec la chance. C'était une intervention éclairée, fondée sur des connaissances médicales précises, appliquées avec justesse. Avec tout le respect que je vous dois, docteur, répliqua Suzanne avec un sourire crispé, nous ne pouvons pas ignorer les protocoles parce qu'une adolescente de classe économique a eu une intuition chanceuse. Mais Suzanne venait de franchir une ligne. Elle venait de révéler ce que son attitude masquait depuis le début, un mépris fondé sur des préjugés. Ahmed l'interrompit d'un ton ferme, celui qu'il réservait au conseil d'administration. Madame Mitchell, cette jeune fille vient de démontrer en 2 minutes plus de compétences médicales que bien des spécialistes à qui je verse des honoraires astronomiques. Jasmine Washington, c'est bien cela? Oui, monsieur. Ahmed sortit son téléphone sans prêter la moindre attention à Suzanne. Vous avez mentionné que votre mère travaille dans des hôpitaux. Quel est votre rêve? Jasmine hésita. La médecine. Je veux devenir pédiatre. Mais les frais de scolarité sont bien trop élevés pour nous. Ce n'est plus un problème, déclara Ahmed. La Fondation Al-Mansouri vous accorde une bourse complète. Université, école de médecine, internat, tout sera pris en charge. Un silence incrédule s'installa, interrompu par un bruit de suffocation. Suzanne, stupéfaite. Vous plaisantez? Balbutia-t-elle. Je suis tout à fait sérieux, répondit Ahmed en appelant un contact. David? Prépare les documents pour une bourse intégrale. Oui, immédiatement. Je t'envoie les informations. Le docteur Hartwell intervint de nouveau. Monsieur Al-Mansouri, je connais le doyen de la faculté de médecine de Johns Hopkins. Jasmine, accepteriez-vous un programme accéléré en prépa médecine? Des larmes coulèrent sur les joues de Jasmine. 16 années de lutte. De nuits blanches à veiller sur ses frères. D'efforts silencieux, de rêves repoussés. Tout cela menait à cet instant. Suzanne, elle, semblait désespérée. Monsieur, nous devrions peut-être en discuter après l'atterrissage. Il n'y a rien à discuter, coupa Ahmed. Mais il y a quelque chose que je dois clarifier. Vous avez estimé qu'une adolescente noire, issue de la classe économique, ne pouvait pas détenir un savoir médical. Sur quoi basiez-vous ce jugement? Un frisson parcourut la cabine. Certains passagers se mirent à détourner le regard, conscients de leur propre complicité. Là où régnaient autrefois des protocoles teintés de préjugés, une vérité éclatait enfin. La véritable excellence n'a pas de visage attendu. Elle surgit là où personne ne l'anticipe. Elle renverse les certitudes et remet chacun à sa place. Suzanne tenta une ultime défense. Je suivais simplement les règles de sécurité. La sécurité? Répéta Ahmed avec amertume. Donc, selon vous, il était plus sûr de laisser mon fils souffrir plutôt que de permettre à quelqu'un sans uniforme de l'aider? Le docteur Hartwell porta l'estocade finale. Madame Mitchell, ceux qui ont besoin d'humilier les autres pour se sentir compétents sont généralement ceux qui ont le moins à offrir. Jasmine a fait preuve de plus de sang-froid, d'intelligence et d'humanité que nombre de professionnels que j'ai croisés au cours de ma carrière. C'est alors que le commandant de bord entra en première classe, alerté par l'agitation. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il. Ahmed se leva, tenant toujours Khalil, profondément endormi dans ses bras. « Commandant » déclara-t-il d'une voix ferme, « je souhaite déposer une plainte officielle contre le comportement de votre personnel de bord. Une passagère a été empêchée de sauver mon fils, uniquement à cause de préjugés. » Le visage du commandant se durcit alors qu'il tournait son regard vers Suzanne. « Est-ce exact, Mitchell ?» Suzanne, blême, comprit aussitôt que sa carrière était en péril. Je voulais seulement... Elle a évalué la valeur d'une personne en se basant sur son siège et non sur ses compétences, intervint calmement Jasmine, ayant enfin retrouvé sa voix. Mais je ne lui en veux pas. Les personnes comme elle m'ont toujours poussé à me dépasser. Ahmed hocha la tête, admiratif. Jasmine, vous venez de démontrer plus de noblesse que bien des milliardaires que je fréquente. Puis, se tournant vers le commandant. Je souhaite que cette jeune femme soit installée en première classe pour le reste du vol. Et je veux que tous sachent pourquoi. Le commandant, visiblement impressionné, acquiesça. Ce sera fait immédiatement. Il jeta un regard sévère à Suzanne. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Tandis que Suzanne quittait la cabine escortée, les passagers de première classe commencèrent à s'approcher de Jasmine. L'homme d'affaires allemand, auparavant concentré sur son ordinateur, lui tendit sa carte de visite. «
Mon entreprise finance la recherche médicale. Ce serait un honneur de soutenir vos études. La mondaine française, qui se bouchait les oreilles quelques instants plus tôt, échangeait désormais en français avec Jasmine, ravie de découvrir qu'elle était polyglotte, en plus d'être un véritable talent médical. 6 mois plus tard, l'auditorium de la Johns Hopkins School of Medicine était plein à craquer. C'était la cérémonie d'accueil du programme accéléré de prépa médecine. Parmi les étudiants brillants du premier rang, Jasmine Washington, 17 ans, serrait dans ses mains le document qui avait bouleversé son destin. Dans le public, sa mère, Gloria Washington, avait les larmes aux yeux. Grâce à l'aide de la fondation Al-Mansouri, elle avait enfin pu prendre un congé de ses 3 emplois. Assis à côté d'elle, les frères jumeaux de Jasmine, aujourd'hui âgés de 4 ans et en parfaite santé, brandissaient une pancarte colorée faite maison. Notre sœur va devenir médecin. 6 mois auparavant, Jasmine n'était qu'une adolescente déterminée, freinée par des obstacles sociaux et économiques apparemment infranchissables. Aujourd'hui, assise dans ce prestigieux amphithéâtre, elle comprenait que ce moment de bravoure à bord d'un avion avait été le déclencheur d'un changement profond, non seulement dans sa vie, mais aussi dans la vision du monde autour d'elle. Au premier rang VIP, Ahmed Al-Mansouri tenait Khalil, désormais âgé d'1 an, en pleine santé. Sa femme, Fatima, applaudissait avec ferveur. Le bébé, jadis inconsolable, riait et babillait joyeusement. Un symbole vivant de la manière dont la sagesse peut surgir des endroits les plus inattendus. À 68 ans, la docteure Eleanor Hartwell, devenue mentor officieuse de Jasmine, rayonnait de fierté. Elle murmurait à Ahmed, les yeux brillants. Cette jeune fille va transformer la médecine pédiatrique, croyez-moi. La meilleure revanche n'est pas d'écraser ceux qui vous ont sous-estimé, mais de construire quelque chose d'infiniment plus grand. Et parfois, cette construction commence par une vie changée, une opportunité offerte, une barrière tombée. Pendant ce temps, dans un petit appartement du Queens, Suzanne Mitchell ouvrait une énième lettre de refus. Depuis son licenciement de la compagnie aérienne pour conduite discriminatoire, elle n'avait plus trouvé d'emploi dans le secteur de l'aviation. L'histoire avait fait le tour des réseaux sociaux. La vidéo de Jasmine calmant Khalil, filmée discrètement par un passager et partagée sous le hashtag #WisdomChessNoColor, avait été vue plus de 50 millions de fois. Les commentaires étaient accablants pour Suzanne, mais porteurs d'espoir pour des milliers de jeunes qui voyaient en Jasmine un reflet d'eux-mêmes. Elle a tenté de m'empêcher d'aider un enfant, uniquement à cause de ma couleur de peau et de la classe de mon billet, avait confié Jasmine dans une interview sur CNN. Mais je ne lui en veux pas. Des personnes comme elle m'ont appris que le préjugé n'est que de la peur habillée en autorité. Et vous, qu'auriez-vous fait si vous aviez été témoin de cette scène? Auriez-vous eu le courage de Jasmine, ou seriez-vous resté silencieux comme tant d'autres? De retour à la cérémonie, le recteur de Johns Hopkins invita Jasmine à monter sur scène pour une reconnaissance spéciale. Cette jeune femme exceptionnelle nous rappelle que le talent n'est limité ni par le lieu de naissance, ni par la couleur de peau, ni par le statut social. Jasmine Washington incarne l'avenir de la médecine, un avenir où seule l'excellence dicte sa place. Jasmine s'avança vers le micro. Sa voix, claire et assurée, résonna dans toute la salle. Il y a 6 mois, une hôtesse m'a dit que je n'avais pas ma place en première classe. Aujourd'hui, je suis ici pour affirmer que notre place se définit par nos compétences, notre détermination et notre cœur, pas par les idées préconçues des autres. Une salve d'applaudissements éclata. Ahmed Al-Mansouri se leva, déclenchant une ovation debout. Je dédie cette réussite à ma mère, poursuivit Jasmine, la voix tremblante, qui s'est épuisée à cumuler 3 emplois pour m'offrir les chances qu'elle n'a jamais eues. À mes petits frères, qui m'ont appris que prendre soin des autres est un devoir sacré. Et même à Madame Mitchell, qui m'a montré que parfois, les obstacles sont là pour révéler notre vraie force. La véritable victoire, ce n'est pas de rabaisser ceux qui vous méprisent, mais de leur prouver, par l'excellence, combien ils se sont trompés. Après la cérémonie, Ahmed s'approcha de Jasmine, Khalil dans les bras. Le bébé tendit instinctivement les bras vers elle. « Jasmine, dit Ahmed avec émotion, ce jour-là, vous n'avez pas seulement sauvé mon fils. Vous nous avez sauvés de devenir les prisonniers de nos propres préjugés. » Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. La Fondation Al-Mansouri lance un nouveau programme. Des bourses complètes destinées à des jeunes brillants issus de milieux défavorisés. Il s'appellera le programme Jasmine Washington. Les larmes coulèrent librement sur le visage de Jasmine. « Monsieur Al-Mansouri, balbutia-t-elle. Vous m'avez appris, l'interrompit-il doucement, que la sagesse se cache souvent là où on ne la cherche pas. Nous voulons nous assurer que d'autres jeunes comme vous, et les opportunités qu'on a failli rater par ignorance, ne soient plus jamais oubliées. » Le docteur Hartwell les rejoignit, un sourire ému sur le visage, malgré les larmes qui brillaient dans ses yeux. «
En 78 ans d'existence, Jasmine, j'ai rarement vu quelqu'un transformer un acte de discrimination en une force aussi puissante au service du bien. Alors que Jasmine berçait doucement Khalil, profondément endormi contre elle, elle repensa au chemin incroyable qu'elle avait parcouru, un voyage initié par un simple geste de bonté dans un avion. Une adolescente venue d'un quartier défavorisé avait réussi à abattre des murs que beaucoup pensaient infranchissables. Non pas par la colère, ni par l'amertume, mais grâce à la démonstration silencieuse de son savoir-faire et de son intégrité. Suzanne Mitchell avait tenté de lui barrer la route, de l'empêcher d'aider un enfant. Pourtant, sans le vouloir, elle avait contribué à l'émergence de l'un des récits les plus inspirants de notre époque. Jasmine avait compris une vérité essentielle. La vraie revanche n'est pas de rabaisser ceux qui vous méprisent, mais de réaliser un tel accomplissement qu'ils ne pourront même pas l'imaginer. Et surtout, de s'en servir pour ouvrir des portes à celles et ceux qui font face aux mêmes jugements injustes. La meilleure réponse face aux préjugés, ce n'est pas la colère. C'est l'excellence. Ce n'est pas la haine, mais la capacité à bâtir quelque chose de plus grand. Et parfois, il suffit d'un seul acte de courage, d'un seul moment où l'on décide de se lever et de montrer au monde qui l'on est vraiment, indépendamment de l'image que les autres veulent nous imposer. Étincelle, si cette histoire de résilience et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui montrent que, tôt ou tard, la véritable grandeur finit toujours par triompher, même lorsque tout semble perdu. Silhouette de tête qui parle, partagez votre expérience en commentaire. Avez-vous déjà été confronté à des préjugés ou à des injustices similaires? Comment avez-vous réagi? Votre témoignage pourrait devenir une source d'inspiration pour quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui.